sommaire de ce 19h30, le symbole est important. Dans un contexte de raréfaction de poches de sang, le chef de l'État donne l'exemple. Roch-Marc Christian Kaboré a donné son sang ce 9 juillet au palais de Kosiam où s'est rendue une équipe du CNTS, exercice auquel s'est également prêté le personnel de la présidence. C'est la question qui est sur toutes les lèvres depuis près de 72 heures. Les élections législatives seront-elles reportées à une date ultérieure? Un an de report, c'est ce que proposent les députés qui ont adopté un rapport sur la question. Le document a été remis au chef de l'État hier par Alassane Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale. Et puis, c'est un dangereux réseau de présumés voleurs et receleurs de motos et de tricycles qui a été démantelé par la gendarmerie de Pau. Ils agissaient parfois avec une extrême violence ayant entraîné la mort de certaines victimes. Leur réseau s'étendait jusqu'au Ghana voisin. Comment procédait-il? La réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. C'était une rumeur avec son corollaire de commentaires enflammés sur les réseaux sociaux depuis 3 jours. Eh bien, l'information est désormais officielle. L'Assemblée nationale a adopté un rapport proposant le report des prochaines élections législatives d'une année. Le rapport a été remis au chef de l'État hier par le président de l'Assemblée nationale, entouré de plusieurs députés. Madina Sino. Les élections législatives de novembre 2020 doivent se tenir en 2021. C'est ce que recommande le rapport émanant de la tournée parlementaire effectuée sur le territoire national. Pour les députés de la 7e législature, un report des élections est nécessaire et ce au regard de la situation sécuritaire difficile. Le candidat à la législative est obligé d'aller dans les villages, d'aller dans les communes. Les candidats aux élections présidentielles peuvent avoir une sécurité parce que on se dit que peut-être ils ne dépasseront pas 20. L'État est à mesure de mettre même c'est une dizaine d'éléments pour chaque élément à la présidentielle. L'expérience a montré que les candidats aux élections présidentielles s'arrêtent au niveau des chefs-lieux de région ou de province. En 2015, il y a eu environ 8000 candidats aux élections législatives. Cette année, il y en aura plus. Et donc, si on doit pouvoir aller dans les provinces, la circonscription provinciale, aller dans les communes, aller dans les villages. Allons-y. La mission des députés dans les régions les plus touchées par l'insécurité a permis d'analyser les défis sécuritaires en lien avec la crédibilité des élections de 2020. Selon ce rapport, les populations veulent la paix dans l'immédiat et non les élections. Ce sont des populations qui nous ont élus au nom de leur parti pour être à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous devons fouler aux pieds les intérêts de ces populations? Parce que nous avons des intérêts égoïstes? Je dis non. Notre souhait le plus ardent est que le Burkina soit en paix et qu'on dise que l'élection c'est demain. Et nous devons travailler tous à cela. Nous devons travailler à la réconciliation des cœurs, à la réconciliation des fils du Burkina. Parce que sans cette réconciliation, on a beau avoir l'armement le plus cher du monde, nous ne pourrons pas venir à bout de ce fléau. Ce rapport s'appuie également sur l'article 81 de la Constitution pour suggérer un report des élections législatives. La mission menée par les parlementaires courant juin 2020 a sillonné les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Moune. Les conclusions et recommandations de cette mission ont été présentées le 8 juillet dernier au chef de l'État. On reste au palais de Kosiam, mais cette fois-ci loin des codes protocolaires et diplomatiques. Le palais de Kosiam a reçu une visite tout à fait inhabituelle ce jeudi, celle d'agents du Centre national de transfusion sanguine pour une opération de don de sang, un exercice auquel s'est prêté tout le personnel de la présidence avec, à sa tête, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Luc Pabelgem. Par cet acte, un citoyen burkinabé aura peut-être dans son corps les jours à venir le sang du président du Faso. Si le premier burkinabé l'a fait, c'est pour que d'autres puissent lui emboîter le pas en donnant leur sang. C'est un acte que je considère comme étant un acte de solidarité, un acte hautement important dans la vie d'un homme
que de donner une partie de lui-même pour sauver les autres. Et je pense que cela est important à retenir. C'est pour cela que je voudrais, au-delà des difficultés que chacun peut rencontrer, que ce soit le Centre national de transfusion sanguine, que ce soit les organisations comme SOS Sang qui se battent également dans ce sens, ce courage et cette détermination au niveau des travailleurs de ces différentes entités ne fait aucun doute. Et il nous faut également au niveau de l'État trouver les moyens pour accompagner, consolider et étendre cette action de collecte de sang que ces institutions font de façon régulière. Vous savez que la demande de sang est forte au niveau des hôpitaux. Vous savez que parfois, dans les journaux, des messages sont passés pour demander aux uns et aux autres de telles catégories de venir donner leur sang. Je crois que plus nous anticipons, mieux ça vaudra pour tout le monde. Plus nous allons donner notre sang au cours de ces collectes, plus nous sauverons également des vies et à temps. Le don du sang est un acte altruiste et aujourd'hui plus qu'hier, il est nécessaire de donner de soi pour que d'autres vivent. Les structures associatives œuvrant dans le domaine de la santé réunies au sein de SOS Sang l'ont compris et sillonnent les différents services du pays pour la collecte de ce liquide précieux. Le centre de transfusion sanguine ne dispose pas à l'heure actuelle d'un bon stock de sécurité à cause de l'anticipation des fermetures des établissements à cause du coronavirus. Et pour nous, ce matin, au sein de la présidence, c'est demander le premier responsable des Burkinabés de donner un peu de somme pour donner une grande visibilité, pour demander l'adhésion totale des différentes personnes vivant dans ce pays en vue de pallier au manque de sang dans nos hôpitaux. Et nous, personnels de la présidence du FASO, nous sommes mobilisés pour accompagner en cette période où la demande de sang est forte, pour accompagner nos frères, sœurs, mères et parents burkinabés dans ce sens. Et donc, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, devant, ça nous a motivés à nous mobiliser fortement ce matin pour accompagner cet acte. Le Centre national de transfusion sanguine estime à entre 150 et 200 poches de sang qu'il faut par jour à Ouagadougou aux formations sanitaires, les bénévoles étant autour de 50 par jour. Ce genre d'initiative est à multiplier pour combler le gap. Le président du FASO qui a adressé hier un message de compassion et de condoléances à son homologue ivoirien et à tout le peuple de Côte d'Ivoire suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La nouvelle de la mort de AGC, comme aimaient l'appeler ses admirateurs, est tombée hier comme un coup de massue. C'est un grand serviteur de l'État qui disparaît, reconnaît unanimement toute la classe politique ivoirienne. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques responsables politiques. Dans un contexte où le peuple ivoirien est très éprouvé par la pandémie de la Covid-19, cette disparition vient rajouter à notre désarroi. Je voudrais donc, au nom du Front populaire ivoirien, présenter toutes nos condoléances au président de la République d'abord, le président Alassane Ouattara, dont M. Amadou Gon était un fidèle compagnon, au gouvernement tout entier. Je voudrais vraiment marquer la disponibilité de tout le Front populaire ivoirien pour prendre toute sa part dans les obsèques nationales que le pays doit à ce haut fonctionnaire de l'État, à ce cadre de très grande valeur, ce technocrate qui accorde beaucoup d'importance au travail, à la rigueur, et qui part privant le pays d'une valeur sûre pour son redressement. Ça a été donc un choc hier en fin de journée lorsque nous avons appris la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mon frère, mon ami de plusieurs années avec qui nous avons fait beaucoup de choses, en particulier au plan politique, mais aussi au plan gouvernemental, puisque j'ai été membre de son gouvernement et avant, nous avons travaillé ensemble en sa qualité de secrétaire général de la présidence. Je voudrais dire que c'est un grand homme. Je le confiais au président de la République à qui je présente mes condoléances en même temps que la famille biologique et notre grande famille politique que j'avais connue Amadou Gon.
jusqu'à ce que je sorte du gouvernement en 2016. Et à mon retour en 2018 au sein du gouvernement, j'ai découvert un Premier ministre compétent qui connaissait les dossiers, un homme de dossier. C'est un homme politique qui part dans des conditions particulières. Ça aura un impact donc sur nos activités au plan national. Je souhaite que nous ayons cette grandeur-là de nous mettre au-dessus, de nous rassembler. On peut considérer qu'il est mort à la tâche, les armes à la main pour la Côte d'Ivoire. Cela attriste, cela fait mal, cela peine. Parce qu'au-delà de toute considération, c'est le serviteur de l'État que nous voyons. C'est le fils de la nation que nous voyons. Mais vous savez que le Premier ministre Amadou Gon a une histoire avec le président Laurent Gbagbo. Ils se sont fortement côtoyés déjà à la création du RDR, avec feu Jenny Kobina, qui est un ami, un frère au président Laurent Gbagbo. Ils ont collaboré aussi dans le cadre du Front républicain. Et le Premier ministre Amadou Coulibaly a été ministre du président Laurent Gbagbo. En tant que ministre de l'Agriculture, il a été membre du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez donc que la perte du Premier ministre Amadou Gon est ressentie aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo comme la perte d'un ancien compagnon, d'un ancien collaborateur et d'un frère. C'est pour cela que nous adressons notre condoléance les plus émues au peuple de Côte d'Ivoire qui perd un digne fils. Comme c'était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est mort en fonction, il me semble que c'est tout le peuple entier qui est frappé par ce deuil. Je voudrais donc présenter au peuple de Côte d'Ivoire toutes mes condoléances. J'ai connu l'homme, bien sûr, avant qu'il ne soit Premier ministre. Nous avons partagé des grands moments ensemble, dans les moments de braise, dans les moments de lutte. Cela me renvoie à la période d'après coup d'État de 1999. J'étais, moi, à la recherche du retour de mon président, le président Bédié, et lui à la recherche du retour de son président, le président Alassane Ouattara. C'est en ce moment-là que j'ai côtoyé l'homme et j'ai appris à le connaître. La Côte d'Ivoire perd en sa personne un homme de devoir. Il a eu un idéal au RDR, il lui a cru jusqu'à sa mort. Eh bien, je lui dis respect et je m'incline devant sa dépouille. Et pour être complet sur ce sujet, sachez que les obsèques de Amadou Gon Coulibaly débuteront le mardi 14 juillet prochain. L'inhumation, elle, aura lieu le vendredi 17 juillet dans sa ville natale, Korogo. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous passons maintenant à toute autre chose. Deuxième et dernier jour de la grève générale lancée par la coalition des syndicats en lutte. Une journée marquée par une conférence publique tenue à la Bourse du Travail ce jeudi. Les syndicalistes ont fustigé la décision du gouvernement de supprimer certaines indemnités des magistrats. Une action considérée comme une provocation de plus par les partenaires sociaux. Roméo Koeta. Le décret portant régularisation des indemnités, primes et avantages alloués aux magistrats adopté hier en Conseil des ministres vient apporter de l'eau au moulin des syndicats, convaincus que le gouvernement s'est engagé dans une dynamique de répression des travailleurs. Le test réduit entre autres des indemnités liées au déménagement des hommes en touche. Ainsi, l'indemnité de déménagement passe désormais à 20 francs le kilomètre comme pour tous les autres fonctionnaires, contre 2000 francs CFA par kilomètre dans l'ancien décret. Il limite également les véhicules de fonction et le personnel de maison à une catégorie de magistrats. La coalition des syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat en pleine grève monte tout de suite au créneau pour dénoncer une mesure qui s'apparente à un règlement de compte. La répression qui est en train de s'abattre sur les magistrats et tous ceux qui sont au niveau de la magistrature, c'est parce que tout simplement, nous le disons et répétons, ils ont osé descendre et rejoindre les autres travailleurs dans l'unité en lutte. Et il faut que ce soit clair, la justice doit être au service de notre peuple.
Mais tout ce qui est en train d'être réprimé, que ce soit révocation, que ce soit affectation, que ce soit suspension de salaire, coupure abusive, même cette réduction qui a été faite, les gens seront rétablis dans leurs droits. Pourtant, selon le gouvernement, ce texte n'est pas du tout injuste, comme le pensent les syndicats. Il vient aussi relever les indemnités des magistrats de haute juridiction, notamment de la Cour des comptes et du Conseil d'État, au même titre que ceux des juridictions inférieures. Nous avons adopté ces décrets-là parce que, un, ils corrigent une injustice en ce qui concerne les magistrats de haute juridiction, et deuxièmement, ils permettent de restreindre un certain nombre d'avantages pour mieux les spécifier à destination d'un certain nombre de magistrats, précisément, ou d'autres auditeurs de justice. Quoi qu'il en soit, la coalition des syndicats en lutte pense que le gouvernement se trompe de cible, si tant est qu'il veut renflouer ses caisses. D'autres sources de financement existent, telles que le secteur minier, où l'État perd des centaines de milliards par laxisme. Entre 2010 et 2017, les manques à gagner pour l'État burkinabé, ça remonte à 551 milliards. Et ça, c'est une enquête parlementaire. Mais nous voulons nous poser la question ici. Qu'est-ce que l'État burkinabé a fait concrètement pour recouvrer ces milliards? Parce qu'à notre sens, ou en tout cas, nous, on n'a pas l'information comme quoi le gouvernement a fait l'effort, ne serait-ce que pour recouvrer 10% de ces 551 milliards. L'Assemblée a fait son enquête parlementaire et c'est resté dans les tiroirs. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a la possibilité qu'on ait les moyens. Donc 551 milliards par rapport à ce que l'UTS peut rapporter, nous pensons qu'il n'y a pas commune mesure. Cette conférence publique a été l'occasion pour la coalition des syndicats en lutte d'inviter ses militants à resserrer les rangs. La bataille est encore loin d'être gagnée, dit-elle, même si les responsables syndicaux se satisfont du bilan des 2 jours de grève sur l'ensemble du territoire. Le porte-parole Bassol Mombazier invite ses camarades à se tenir prêts pour les mots d'ordre à venir. Leur réseau était rodé, il était même international. Après avoir dérobé à leurs victimes leurs engins à 2 ou à 3 roues, ils les revendaient soit sur place, soit au Ghana voisin. Plus de 23 présumés dangereux voleurs ont été mis aux arrêts par la gendarmerie de Pau au terme d'une enquête qui a pris plusieurs jours. Les détails de Rémi Lambert-Nébier. Vous avez perdu votre moto de marque 150, 135, scooter Sirius et même votre tricycle Awaga. Elle a peut-être déjà franchi la frontière pour se retrouver au Ghana. Et au cas où elle se trouverait sur le territoire burkinabé, il se pourrait qu'elle ait été vendue avec de nouveaux documents, une nouvelle série et même repeint en une autre couleur. C'était dans la cité Azimo de Tambuy. C'était le 6 septembre 2018. Voilà, c'est les malfrats qui ont braqué ma soeur et puis prendre ma moto 135, de couleur bleu-blanc. Mais aujourd'hui, ma moto là, franchement c'est là. C'est pas la moto que je roulais avec en tout cas. Ils ont tout changé, en tout cas ils ont tout changé. Si c'est pas... En tout cas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais en tout cas, je suis très contente. Ce trafic transfrontalier de moto est savamment orchestré par ce réseau de voleurs et de receleurs opérant dans la capitale et sur la RN5 depuis plusieurs années, avec pour cible favorite les femmes. Des délinquants qui ont enfin croisé le chemin du lieutenant Boukali Drabo et leur mise aux arrêts n'a été qu'une question du jour. Une personne désirant garder l'anonymat a informé la compagnie de gendarmerie de Pau de ce qu'un individu en provenance de Ouagadougou aurait été interpellé par 2 jeunes de la ville de Pau en possession d'une motocyclette d'origine douteuse. Cet individu a été conduit et gardé dans un secteur de la dite ville, puis relaxé suite à un règlement à l'amiable avec le propriétaire légitime de l'engin. De l'enquête, il ressort que des motocyclettes, tricycles et autres produits issus des crimes et des délits dans la ville de Ouagadougou sont conduits dans la ville de Pau pour être recelés et convoyés en toute quiétude sur le territoire ghanéen. Selon le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Pau, des centaines d'engins ont été vendus sur le territoire ghanéen par ce réseau. L'enquête menée en 2 semaines a permis de saisir 26 engins à 2 roues, 3 tricycles, des pneus et surtout le véhicule qui convoyait le butin.
Et j'aimerais inviter la population à collaborer avec la gendarmerie. Voilà, un agent voulait, si tu as perdu ton agent, il faut aller faire une déclaration. Là, c'est mieux de le trouver facilement. Pour moi, ça me fait 2 ans que j'ai perdu ma moto, mais je n'avais plus foi. Voilà, mais grâce à la gendarmerie, j'ai retrouvé la foi et j'ai retrouvé ma moto et je suis content. Éviter les déplacements inutiles, surtout nocturnes, et éviter de progresser seul. Nous savions qu'il y a des gens qui partent danser. À 2h, 3h du matin, elles prennent la route seules. Ce n'est pas intéressant. Même les hommes ne sont pas épargnés. Donc, on n'a qu'à se donner des idées pour échapper à ces bandits. 23 personnes suspectes, dont un receleur ghanéen, ont été interpellées par la gendarmerie de Pau. Ces malfrats opéraient avec des armes blanches et automatiques et sont présumés coupables de blessures graves ayant parfois provoqué la mort de leurs victimes. Ils seront présentés au procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Manga. Si vous êtes arrivé d'être victime de désagréments dans une des structures sous tutelle du ministère de la Santé ou encore de celui en charge de l'éducation nationale, eh bien sachez que désormais vous avez une oreille attentive pour écouter vos plaintes ou même vos propositions, et ce à travers des unités de service à la clientèle mises en place par ces 2 départements ministériels. Hachimé Boy a assisté au lancement de ces structures, son compte rendu. Stanislas Waro, ministre en charge de l'éducation nationale, et sa collègue de la santé suivent attentivement la présentation des unités de service à la clientèle. Comment traiter la plainte au niveau du service, l'unité de service à la clientèle? Un cadre qui recevra désormais les plaintes des usagers mécontents des services offerts dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Et le citoyen peut le faire via divers canaux. La mise en œuvre de ces unités de service à la clientèle permettra aux populations, à travers plusieurs outils de communication, appels téléphoniques, courriers physiques ou électroniques, de déposer leurs plaintes ou leurs doléances au bon endroit et surtout d'avoir un retour. Toutes choses qui participent au dialogue social, à la bonne gouvernance, gage de cohésion et de paix. Parmi les défis qui attendent les agents de ces unités figure le délai de traitement des préoccupations des clients. L'efficacité dans le traitement des dossiers des plaintes. Cela va exiger des agents le respect des délais de traitement, une certaine proactivité et un don de soi. Des numéros verts sont aussi prévus pour enregistrer les plaintes ou les suggestions pour améliorer la qualité des prestations. Et séance tenante, une première plainte est enregistrée. Mon enfant est très intelligent, mais on lui a dit de redoubler avec 4 de moyenne. C'est pas la moyenne de mon enfant. Et les numéros, si je me souviens bien, c'est 80 0012 25 pour la santé, 80 0012 66. Vraiment, nous comptons sur vous. Ces unités de service à la clientèle sont par ailleurs habilitées à orienter les usagers vers des recours utiles en cas de non-satisfaction et à proposer des enquêtes ou des investigations suite à des dénonciations. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de planification familiale, le gouvernement peut compter sur l'appui de ses partenaires, parmi eux l'ONG Marie Stop, qui vient de mettre en place un programme dans ce sens. Madina Sinou. Le représentant résident de Marie Stop International en pleine explication sur leur offre de soins. Accompagné de ses collaborateurs, il montre les différentes méthodes de planification familiale disponibles au sein de cette organisation non gouvernementale. La planification familiale, Marie Stop International en a fait son cheval de bataille depuis son installation au Burkina Faso. Réunie à Kaya dans la région du Centre-Nord, cette ONG britannique lance officiellement son appui à la politique de gratuité de la planification familiale du gouvernement. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a décrété la gratuité en matière de planification familiale, c'est-à-dire tout ce qui est contraception,
Aujourd'hui, Maristop s'engage à appuyer le gouvernement suivant les méthodes que nous utilisons d'habitude, c'est-à-dire des équipes de prestations mobiles qui se déplacent dans les CSPS et sur d'autres types de sites afin de proposer des méthodes de contraception. Et à partir d'aujourd'hui, ces méthodes seront gratuites sur l'ensemble du territoire. En plus des prestations de services en planification familiale et en santé sexuelle et reproductive, Maristop International veut ajouter une corde à son arc. Elle s'engage à appuyer le gouvernement dans la politique de mise en œuvre des actions humanitaires dans la région du Centre-Nord. La région du Centre-Nord, effectivement, est victime d'attaques récurrentes depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs appris une très mauvaise nouvelle, le décès du maire de Pinsat. Pour moi, ça illustre la nécessité d'être présent dans le Centre-Nord. C'est-à-dire que par rapport à ces attaques, nous devons rester dans le Centre-Nord et continuer à fournir des services aux femmes du Centre-Nord qui en ont besoin. Et la manière que nous avons trouvée, c'est de pouvoir essentiellement prester sur Kaya. Et nous avons commencé l'année dernière à offrir des prestations de services familial aux femmes déplacées de Kaya. Aujourd'hui, nous annonçons l'étendue de ce travail sur l'ensemble du Centre-Nord. Pour le gouverneur de la région du Centre-Nord, ces initiatives de Maristop Burkina sont à encourager. En tant que premier responsable de cette région, j'accorde une attention particulière aux différentes initiatives locales innovantes visant à donner des réponses urgentes et adéquates aux couches les plus vulnérables de notre population dans la région du Centre-Nord afin de leur apporter le bien-être complet. La stratégie adoptée par l'ONG Maristop Burkina est la bienvenue puisqu'elle va consister à continuer les activités de sensibilisation et d'offrir des services de planification familiale ainsi que des actions humanitaires diversifiées. L'ONG Maristop Burkina a été créée en 2009. En 10 années d'existence, l'ONG s'est implantée dans les 13 régions du Burkina Faso. Ces équipes apportent aux populations les plus vulnérables et défavorisées des méthodes de planification familiale de leur choix. Les populations des communes de Dapé-Lego et de Pabré peuvent avoir une assurance plus renforcée sur la qualité d'eau qu'elles utilisent. Eh bien, du matériel de contrôle d'eau a été remis aux conseils municipaux de ces deux communes pour plus d'efficacité. Un élan de solidarité initié par la Croix-Rouge du Luxembourg. Juliette Tougri, Rémi Lambert-Nébier. Ce don de la Croix-Rouge luxembourgeoise va permettre aux communes de Dapé-Lego et de Pabré de disponibiliser l'eau potable au profit de leurs populations respectives. Il va sans dire que nous sommes dans une grande joie de recevoir ces kits qui permettront d'analyser l'eau sur place à travers nos techniciens avant même d'avoir besoin au laboratoire à comprendre les techniciens. Seulement qu'on attend que nos techniciens gagnent une bonne formation pour pouvoir manipuler ces kits. Justement, ce don qui entre dans le cadre du projet d'amélioration des capacités des collectivités locales en matière d'assainissement prévoit des mesures d'accompagnement en termes de renforcement des capacités des communes bénéficiaires. Il y a tout un mécanisme de gestion en eau potable, à savoir à commencer d'abord par les infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Il y a le mécanisme de gestion de l'eau au niveau du Burkina Faso qui va être renforcé au niveau de ces communes. Il y a les aspects liés à tout ce qui est assainissement institutionnel avec les écoles primaires et la formation en termes de renforcement des capacités des collectivités sur les aspects techniques en matière de gestion de l'eau. Le coût total de ce matériel de suivi de la qualité de l'eau remis aux deux communes s'élève à plus de 23 millions de francs CFA. La commune de Tanguenda-Souri est également bénéficiaire du projet. À moins de 2 semaines des examens du CEP, la question de la sécurité sanitaire des élèves et du personnel administratif est au centre de toutes les préoccupations. Bien sûr, le ministre de l'Éducation nationale a pris toutes les mesures appropriées, soutenues en cela par certaines associations. L'une d'entre elles a fait don de kits de protection et d'hygiène à 6 centres d'examen. Madina Sinou. 16 dispositifs de lave-mains, 10 cartons de savon liquide et 1000 masques à disposer dans 6 centres d'examen dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou.
L'association Burkinabé Biga apporte ainsi son appui au ministère en charge de l'Éducation nationale pour la tenue sereine des épreuves du certificat d'études primaires dans un contexte de crise sanitaire. Nous sommes tous conscients que la maladie est toujours là. La maladie existe. Et je pense que le 14 juillet prochain, les élèves de la classe du CM2 vont composer le certificat d'études primaires. Et c'est à cet effet qu'on a eu une pensée à leur égard. Ce don que nous venons de constater aujourd'hui rentre en droite ligne du plan de riposte de MENA-PLN pour la continuité éducative adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 16 avril dernier. Et dans ce plan de riposte, il est demandé aux communautés d'accompagner le ministère ainsi que les établissements par la fourniture de dispositifs de lave-mains et tout matériel qui pourra permettre de lutter efficacement contre la Covid-19 dans nos établissements. Donc nous nous félicitons aujourd'hui que l'association Burkinabé Biga ait répondu à cet appel. Pour les bénéficiaires, cet appui leur sera d'une grande utilité. C'est matériel destiné à nos 6 centres d'examen, que sont le centre de Guesmenbala, le centre d'Évangélique, le centre des ACA, le centre de la Padoua A et le centre de la Gamtaba A. Voilà. Ce matériel sera disposé dans ces écoles-là et ça va permettre aux différents candidats-là de se laver proprement les mains, voilà, de se protéger et pour que l'examen en tout cas se déroule très bien et pour qu'ils ne se contaminent pas les uns les autres. L'association Burkinabé Biga a aussi pensé aux personnes vulnérables de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Des vivres composés de sacs de riz et de maïs leur ont été offertes. Voilà, et c'est sur ces images de solidarité que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30. Au revoir.